Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Châtelain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, forte d'une quarantaine d'élus. Vous êtes également députée de la 2e circonscription de l'Isère depuis 2022. On va faire un petit peu de géographie, cette 2e circonscription de l'Isère. Elle n'est pas très grande en termes de superficie, mais elle englobe des villes importantes comme Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Visy, Les Bains, Gers, Pont-de-Clé, Jarry, pas Pont-de-Clé, non, Jarry, pardon, notamment au sud de l'agglomération. C'est une circonscription dans laquelle vous êtes aujourd'hui bien implanté, puisque vous avez été réélu en 2024 avec 10 points de plus qu'en 2022. J'imagine que c'est une satisfaction pour une jeune élue d'être reconduite avec un score plus avantageux. On était dans une élection très particulière. Il faut rappeler les conditions législatives anticipées après dissolution et un risque d'avoir le Rassemblement national qui accède à Matignon. Et donc, je pense qu'il faut être un peu humble sur les résultats et que c'est d'abord la mobilisation contre le Rassemblement national, la mobilisation citoyenne extrêmement forte qui fait ce résultat-là. Après, j'en suis très reconnaissante, mais je trouve que ça donne plus de responsabilité de représenter toutes celles et ceux qui, au second tour, ont fait le choix de voter pour moi, et notamment une responsabilité très forte dans la lutte contre l'extrême droite. Et vous étiez d'ailleurs face à un candidat, on le voit sur ce tableau de résultats, du Rassemblement national, ce qui n'était pas le cas en 2022. Vous aviez battu le député sortant Jean-Charles Collaroy, qui était macroniste. Quelques jours avant donc, ces législatives partielles, anticipées, les écologistes avaient pris une claque, on peut le dire comme ça, aux européennes. Une claque, oui. Avec à peine 5,5% des voix. C'est le pire résultat depuis plus de 40 ans. Et je suis remonté Antoine Wechter en 1984, qui a fait 3%. Oui. J'avais 20 ans en tête, mais enfin, c'était un échec. Comment vous expliquez cette régression du parti Ça veut dire que vos idées écologistes sont plus aujourd'hui dans les préoccupations principales des Français ? Je ne pense pas que le résultat du parti montre un désintérêt pour la question écologique et environnementale. On voit que ça reste quand même dans les 5 premières préoccupations des Français. On voit l'augmentation de l'éco-anxiété. On voit que les impacts du réchauffement climatique deviennent quotidiennes avec les sécheresses, les vagues de chaleur, les fortes pluies et les inondations. Donc, non, je ne pense pas que ça soit un recul de la question environnementale et c'est ce qui doit nous amener, nous, en tant que parti, sans doute à nous questionner. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet qu'on porte qui recule. Je pense qu'on n'a pas accroché, on a fait. Et quand c'est un échec, moi je pense qu'en politique, échec ou succès, c'est toujours collectif. Là, on n'a pas réussi à convaincre. Donc on doit être meilleur. Pour revenir sur le résultat des européennes, ça a été une erreur de ne pas faire d'alliance avec la France insoumise notamment et la gauche, d'avoir une liste commune. C'est le choix de mon parti. On avait fait sur la question européenne, vous le savez, on a des divergences de points de vue. C'est vrai qu'on voulait porter nos positions. C'est le choix qui a été fait. Je ne sais pas ce qu'aurait donné une liste commune. Je dirais que l'important, c'est que ça n'a pas empêché l'union pour les législatives. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut qu'on apprenne. Et maintenant, je dirais qu'on doit peut-être tenir une ligne plus forte. C'est-à-dire que là, on avait fait un zigzag. Gardons la ligne de l'union. Je pense qu'aujourd'hui, elle est indispensable. Alors vous avez participé d'ailleurs aux discussions pour cette union de la gauche entre le résultat des européennes et puis ces législatives anticipées. Ça a été compliqué à aboutir, cette union des 4 principaux partis de gauche ? Non, on s'est retrouvés lundi. Jeudi, nous avions un accord. Nous avons passé 4 jours. Moi, j'étais en charge des discussions sur l'aspect programmatique. Nous avons passé 4 jours à discuter du programme. Nous avons fait un choix qui était de commencer par là où on était le moins d'accord, c'est-à-dire Europe, internationale. Et on a abouti à un texte qui, je pense, n'élude rien, mais donne une position claire sur l'Ukraine, sur Gaza, sur la question de l'Europe. Donc je suis assez fière du travail qu'on a fait. Ça a permis
à la gauche d'arriver en tête lors des législatives. De ces législatives. Vous avez d'ailleurs été au cœur des discussions ensuite avec notamment Emmanuel Macron pour choisir un Premier ministre, ou essayer de choisir un Premier ministre de gauche. Pas avec Emmanuel Macron, déjà au cœur des discussions à gauche, et donc la désignation de Lucie Castet comme notre candidate Premier ministre. Nous avons été reçus une fois, la gauche unie, avec Lucie Castet par Emmanuel Macron, qui après a fait le choix de ne pas respecter le vote des électeurs. Et je pense que c'est une faute. Quel sentiment vous gardez de cet été un peu particulier, où ça a flotté pendant des semaines? Moi, la première impression quand même, ce qui reste, c'est la peur qu'il y a eu pendant les élections législatives. Moi, j'ai croisé tellement de gens qui étaient tétanisés, inquiets pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, parce que ce danger, il est toujours présent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'union à gauche, elle peut fonctionner, elle fonctionne, elle nous a permis d'arriver en tête. Bien sûr qu'on doit faire encore mieux, parce qu'on était en tête, mais pas majoritaire. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et puis après, un sentiment... c'est plus de la colère, mais une incompréhension par rapport à cette attitude d'Emmanuel Macron qui refuse les résultats, qui s'obstine, qui préfère laisser un pays pendant des semaines sans gouvernement, qui fait des petits jeux politiciens et qui, je pense, abîme encore plus le lien entre les électeurs et leurs représentants. Et ça, je ne sais pas quel mot dire, mais c'est... Je pense que dans la période, je lui en veux, et je pense que c'est une erreur, une faute. S'il avait choisi Lucie Castet, comme vous le souhaitiez, au cours de l'été 2024, est-ce qu'elle serait encore Première ministre aujourd'hui, en mai 2025, à votre avis? On ne le saura jamais, c'est bien dommage. En tout cas, il aurait été de notre responsabilité d'aller construire des compromis, d'aller construire un budget, de pouvoir le faire voter, de construire des compromis, de donner cette place à l'Assemblée nationale sans majorité. Je pense qu'on l'aurait fait sans doute avec un peu plus d'humilité. Je pense que nous aurions accepté le compromis. Et probablement qu'elle serait alors encore Première ministre. Mais ça, on est dans l'hypothèse, on ne le saura pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas le même budget. Oui, ça c'est forcément. Depuis donc, ces législatives de juillet 2024, on a revoté en Isère sur la première circonscription. Il y a eu des élections partielles en début d'année suite à la démission d'Hugo Prévost après les accusations de harcèlement sexuel notamment. La gauche iséroise détenait cette circonscription. Elle l'a perdue. Le Nouveau Front populaire avait fait le choix de miser sur un candidat parachuté depuis Paris, Lies Loufoque, qui est d'ailleurs venu faire campagne parfois avec des personnalités parisiennes. On le voit avec Lucie Castet dans les rues de Grenoble. C'était une erreur de miser sur des candidats éloignés du territoire pour une élection comme celle-là? En tout cas, Lies est un candidat de qualité. Moi, j'apprécie son travail. Il porte une voix parce que au-delà de l'endroit où l'on vit, il y a les combats que l'on porte. Et Lies Loufoque, c'est le combat de la voix des enfants, notamment des enfants placés. C'est le combat pour la protection de l'enfance, la lutte contre les violences faites aux enfants. Et je pense que par ce parcours, oui, c'était une candidature qui faisait du sens. C'est une façon de faire de la politique, d'envoyer comme ça des candidats à l'autre bout de la France, quand il y a une opportunité qui se présente, qui est souvent décriée, quels que soient les partis, par une partie, en tout cas, des électeurs. C'est pas la nôtre, celle des écologistes, c'est pas traditionnellement ce qu'on fait. Là, on est dans une élection particulière, une élection partielle. Après, une certaine forme de traumatisme, un candidat qui doit partir avec des accusations extrêmement graves à son encontre. Et il a eu raison de démissionner. Je pense qu'il n'avait pas d'autre choix. Et donc, voilà, je pense que c'était une élection particulière. Je trouve que c'était très courageux de la part de Lies Loufoque de venir faire campagne alors qu'on savait ça allait être très dur. Et encore une fois, même si je pense que l'ancrage local est important, moi, je ne me vois pas me présenter ailleurs que là où je vis. Voilà, ça, c'est moi, ma conception. Pour certaines personnes, surtout des personnes qui finalement, comme le raconte Lies, qui, dans leur histoire, n'ont pas vraiment de lieu d'ancrage. Des fois, le combat et la cause l'emportent sur la question de l'ancrage territorial. Voilà. C'est sur certaines personnalités.
Et en tout cas, voilà, je veux encore souligner le fait que je trouve que c'était courageux de sa part de venir. Bon, la stratégie n'a pas fonctionné puisque c'est la candidate macroniste qui l'a emporté sur cette circonscription. Il y a une autre élection qui vous concerne, Cyrielle Châtelain, celle du renouvellement des instances de votre parti. Elle a eu lieu il y a quelques jours, c'était le congrès des écologistes. Fin avril, Marine Tondelier a été reconduite à la tête du parti avec à peu près 3/4 des voix, donc dès le premier tour. 73%. 73%, vous avez le chiffre exact. Vous avez voté pour elle Est-ce que vous faites partie de ces... L'élection de Marine Tondelier était une évidence. Elle a fait une élection législative remarquable. Je pense que tout le monde se souvient de ses interventions extrêmement fortes sur la question du barrage à l'extrême droite. Elle est extrêmement appréciée des militants écologistes et je pense que sa réélection était de l'ordre de l'évidence et qu'elle a un soutien fort qui s'est matérialisé par ses 73%. Alors, on vous voit derrière elle, mais vous n'avez pas répondu à ma question, savoir si vous avez voté pour elle ou si vous faites partie du petit quart qui a choisi d'autres candidats. C'est secret le vote des militants écologistes C'est le principe, ouais. Oui, chaque vote est secret. Mais en fait, la question de est-ce que moi j'ai voté pour elle me semble en vrai pas intéressant. Enfin, je le dis très clairement. La question, c'est vraiment celle de ce que représente Marine Tondelier à la tête des écologistes et de pourquoi elle fait ce score aussi important. Elle fait ce score aussi important parce qu'elle a su donner de la visibilité à notre parti et que il y avait une envie de continuer l'aventure qu'elle avait commencé à tracer pendant son premier mandat. Et je pense que la question, c'est ça, c'est cette question politique de ce que représente cette réélection. Aussi, peut-être une sorte de maturité chez les écologistes. On nous a beaucoup accusés de changer comme ça de personnalité, de vouloir couper les têtes. Et ben, je trouve que voilà, ça démontre justement une capacité à s'inscrire dans une continuité, de continuer à porter des personnes qui percent dans la vie politique et qui parlent au-delà du parti. Vous souhaitez l'avoir porté une candidature écologiste aux prochaines présidentielles, Marine Tondelier? Alors on a le bon profil? Alors moi, il y a deux choses. Il y a un, est-ce que les écologistes doivent avoir une candidature seule? Je ne sais pas. Moi, je plaide ardemment pour que nous ayons une union de la gauche et des écologistes. Cette union peut être portée par un ou une écologiste, mais je pense que l'important, c'est l'union. D'abord et avant tout parce que diviser, la gauche disparaîtra et que divisé, nous avons un risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc je pense qu'on est dans le moment où chaque organisation doit faire passer son intérêt propre en second et où c'est l'intérêt des Français qui doit dominer. Et nous devons réussir à faire cette union pour les présidentielles que nous n'avons plus fait depuis bien trop longtemps. Donc moi, aujourd'hui, mon énergie, elle est mise à faire vivre cette union et ce rassemblement pour les présidentielles. Faire survivre peut-être cette union qui a du mal. On en reparlera peut-être au cours de cette émission. Pour revenir sur le congrès, 6700 votants seulement, et c'était tous les militants écologistes de France qui pouvaient voter. Ouais, ça fait pas beaucoup quand même pour un parti qui prône la démocratie participative d'avoir un taux de vote en dessous des 50%. Oui, on préférerait plus, toujours. Il y a plusieurs raisons. On a eu des changements quand même dans nos statuts, dans nos modes de vote. Et comme quand on change les règles, c'est normal qu'on fasse après un petit bilan. Je pense qu'on verra comment de quelle manière on peut se dire qu'on peut avoir plus de votes. Par exemple, on a choisi de faire du tout numérique. Moi, je ne suis pas sûre que revenir aussi à du vote présentiel, à redonner de l'importance au temps de débat, avec des procurations, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui peut permettre... en fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais à ce que les gens votent plus, parce qu'en fait, ils viennent, ils débattent, ils sont intéressés. Ils sont impliqués. Ils votent, ils sont impliqués. On peut, bien sûr, quand on ne peut pas venir, faire porter le vote. Et puis, le numérique, ça a cette impression que tout le monde y a accès, que ça facilite tout. Mais en fait, il y a un certain nombre de personnes pour qui, en fait, soit ils n'ont pas d'accès si évident, la fibre ne va pas partout, il y a quelques zones blanches, mais même au-delà de ça, le processus n'est pas toujours évident sur Internet. En tout cas, c'est un bilan qu'on fera collectivement et de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure participation sur les prochaines fois. Alors, ce congrès aurait pu être un succès total pour Marine Tondelier s'il n'y avait pas eu l'élection d'Éric Piolle au poste de porte-parole, un poste qui est choisi là aussi par les
les militants qui votent et qui ont choisi Éric Piolle. Ça va lui offrir une belle porte de sortie au maire de Grenoble qui n'aura plus de mandat dans moins de 10 mois. Alors, je ne sais pas si vous avez voté pour Marine Tondelier. Je vous repose la question pour Éric Piolle. Est-ce que vous avez voté pour lui en tant que porte-parole du parti? Je dirais la même chose. Je pense que mon vote personnel n'est pas intéressant. La question, c'est qu'est-ce que c'est dit politiquement. Je pense qu'il y avait la volonté de mettre Éric Piolle. Éric Piolle, c'est la victoire de 2014. 2014, les écologistes, on était un peu au fond du trou. Et il y a cette victoire-là à Grenoble qui vient nous redonner de l'espoir, de l'étincelle. Après, en 2020, on a la vague verte. Et je pense qu'une partie des militants ont choisi de voter pour Éric Piolle parce qu'ils le connaissent et parce qu'ils lui reconnaissent cette victoire et d'avoir supporté l'écologie à un moment où c'était compliqué. Il y en a une qui n'a pas voté pour lui, ça c'est sûr, c'est Marine Tondelier, malgré des embrassades de façade devant les militants le jour du congrès. La patronne des écologistes est clairement opposée à la candidature du maire de Grenoble, ce qui peut paraître étonnant quand on se rappelle qu'ils avaient des liens quand même de proximité. Nous avons fait ensemble la campagne avec Marine Tondelier, nous avons fait ensemble la campagne pour Éric Piolle lors de la primaire des écologistes. À la primaire des écologistes pour la présidentielle précédente. Vous avez compris ce que Marine Tondelier reprochait réellement à Éric Piolle? Elle avait peur qu'il lui fasse de l'ombre? En tout cas, il y avait un désaccord important entre les deux. Alors là, on va rentrer dans la technique interne. Mais on a changé de modalité de vote. Avant, on avait un texte, on avait une liste qui présentait ce texte et on votait pour une liste. Et après, chacun, en fonction du pourcentage de ses voix, envoyait un certain nombre d'élus dans notre secrétariat exécutif. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On a 6 postes où c'est effectivement des candidatures individuelles. Et ben, je pense qu'on est un peu en période de transition. C'est-à-dire que pour moi, ces 6 postes en candidature individuelle, c'est justement pour choisir la bonne personne à la bonne place, que chacun puisse faire campagne en dehors de ce qu'on appelle les motions, c'est-à-dire ces tendances, ces textes, où ben voilà, un peu c'est des petits clans à l'intérieur, des courants d'un parti, on va un peu les faire exploser. Et je trouve que ces candidatures-là, elles ont cet objectif-là. Ben, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a cette élection individuelle, mais on continue pour le moment, mais parce que c'est la première fois, à avoir des motions qui soutiennent chacun leur candidat. Éric Piolle n'a pas été désigné candidat de la motion de Marine Tondelier, donc elle a soutenu son candidat voilà, de son courant à elle. Voilà, je dirais que c'est une période de transition. Alors, plus que la notoriété d'Éric Piolle, on a l'impression que c'est l'affaire Elisa Martin qui gênait aussi les cadres du parti. Vous avez dû voir passer le mail de l'eurodéputé David Cormand, qui est un proche de Marine Tondelier, qui a écrit à Piolle juste avant son élection pour lui rappeler que c'était terriblement dangereux pour le parti et pour Éric Piolle d'être candidat porte-parole des écologistes quand on a une affaire judiciaire potentielle qui peut le mettre en difficulté. Il écrit: la nonchalance et l'aveuglement dont tu fais preuve, notamment sur ce point, est non seulement un problème aujourd'hui, mais je n'ose imaginer ce qu'il serait demain si tu devais être élu à la fonction de porte-parole. Alors, il va devoir faire un effort d'imagination, puisque Éric Piolle a été élu porte-parole, mais on sent que les embrassades de façade, elles ne vont pas régler le problème aussi vite. Il y a un problème de confiance entre les cadres et Éric Piolle? Enfin, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, ils sont au sein d'un secrétariat exécutif ensemble et qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Moi, je trouve que la question clé, c'est comment est-ce que le parti réagit quand l'un des siens, si jamais Éric Piolle ou d'autres venaient à être mis en examen. Eh bien, c'est simple, nous avons une règle. C'est la question de la mise en retrait. Nous sommes un parti qui a une éthique, qui a une règle pour gérer ce type de cas. Et je pense que nous serions dans la continuité de nos pratiques, c'est-à-dire de toujours faire prévaloir la question de l'éthique sur la question individuelle. C'est pas toujours simple. On se cherche un peu, ça amène parfois à faire des erreurs, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important chez nous. On ne fait pas de mise en retrait préventive, comme parfois on le demande aux ministres qui sont mis en examen. Là, il n'y a pas de mise en examen. Pas encore. Oui, non, mais c'est une différence. Et moi, je pense que quand ça pourrait être le curseur. Alors, pour moi, quand il y a mise en examen, il y a mise en retrait.
Voilà, ça, c'est mon avis et j'ai l'impression que c'est la manière dont on applique les choses chez les écologistes. Et c'est l'intérêt d'avoir un peu une doctrine, c'est que ça permet de gérer, d'avoir une règle qui s'applique à tous. L'enquête est toujours en cours, un an après la révélation de cette affaire, entre guillemets, potentiellement explosive, hein, puisqu'on parle de détournement d'argent public et de fraude fiscale, même si les montants ne sont pas énormes entre Elisa Martin, l'ancienne première adjointe d'Éric Piolle, et donc le maire de Grenoble. C'est difficile d'être exemplaire en politique. On se rend compte que finalement, beaucoup d'élus qu'on pouvait imaginer avec une éthique irréprochable se retrouvent, volontairement ou pas, pris au piège d'affaires judiciaires. Éric Piolle avait été d'ailleurs condamné pour l'affaire de la fête des Tuiles, une attribution de marché public qui ne s'est pas fait vraiment dans les règles. Alors, j'ai envie de dire non. Je sais que la multiplicité des affaires donne l'impression inverse, mais il y a deux choses. Il y a la ligne à laquelle on s'astreint, à laquelle on doit s'astreindre en termes de dépenses publiques. Moi, en tant que député, j'ai des frais de mandat. Il y a un déontologue qui va vérifier qu'on utilise justement bien nos frais de mandat pour pourquoi ils sont prévus, c'est-à-dire payer notre permanence, les cartouches d'encre, les stylos, les bilans de mandat qu'on peut faire. Voilà. Donc ça, c'est des dépenses liées au mandat. Et bien sûr, toutes les dépenses personnelles ou autres sont absolument exclues. Et on a un guide, on peut saisir le déontologue du moment où on se pose des questions, et je pense que c'est indispensable, parce que sinon ça mine la vie politique. Après, je peux comprendre qu'en tant que maire, parfois, et ça peut être le cas de la fête des Tuiles sur des marchés publics, on peut parfois faire des erreurs d'appréciation. Moi, j'ai jamais été à la tête d'un exécutif, mais j'aurais tendance à dire que non, en fait, les règles, elles sont là, on les connaît et on les applique. Et c'est comme ça qu'on garde certaines droitures dans son mandat. Bon, on va parler d'un autre sujet, Vancorex, sur lequel vous êtes beaucoup investi ces derniers mois. Pourquoi d'ailleurs? Parce que Vancorex, c'est Pont-de-Claix. Je faisais l'allusion tout à l'heure, le petit lapsus, mais Pont-de-Claix, c'est pas votre circonscription, Cyril Chatelain. Mais enfin, Vancorex, ça concerne déjà bien au-delà C'est pas une question de circonscription. Vancorex, c'est l'un des moteurs de l'activité de la plateforme de Pont-de-Claix, qui est fortement liée à la plateforme de Jarry. Et c'est Arkema Vancorex, c'est l'un des cœurs de toute la filière chimique iséroise, mais au-delà de ça, française. Donc c'était un sujet qui, je pense, n'est pas une question juste territoriale, mais une question industrielle et de combat et de soutien auprès des salariés de Vancorex, d'Arkema, et au-delà de ça, de tous ceux qui vivent et qui travaillent sur ces plateformes chimiques. Alors pour sauver cette plateforme chimique, il y avait une solution avancée par les élus du territoire, c'était de nationaliser l'entreprise en février 2025. Vous avez d'ailleurs déposé une proposition de loi pour que ce soit débattu à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, elle a finalement atterri dans l'hémicycle ou pas? Non, malheureusement, elle n'a pas atterri dans l'hémicycle. Il nous a manqué quelques signatures pour qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour. Cette nationalisation, c'était une nationalisation temporaire. C'était l'idée de dire on ne peut pas laisser disparaître 14% de la production de chlore française, surtout dans un moment où à l'international tout bouge. Et finalement, ces productions deviennent essentielles. Donc l'État intervient. Il y avait des sociétés qui pouvaient être intéressées pour gérer le site. Et pendant 2-3 ans, on travaille à un plan économique qui permet après à l'État de se retirer et à la plateforme de continuer à vivre. C'était sécuriser les emplois, sécuriser les compétences et les productions en France. Bon, aujourd'hui, 50aine d'emplois a priori vont être sauvés avec le plan de reprise qui a été choisi par le tribunal de commerce. Vous n'avez pas l'air d'être certaine. Non, mais oui, je veux dire 400 détruits et quand même l'estimation qui est en termes, parce qu'il y a les emplois Vancorex, il y a les emplois Arkema, 154 emplois Arkema qui sont supprimés. Et il y a tous les emplois indirects autour. À moyen terme, on estime que c'est à peu près 500 000 emplois qui vont disparaître dans la foulée de Vancorex, parce que malheureusement, c'est des effets dominos. Et c'est là... 5 000. Oui, 5 000, c'est l'estimation. J'ai dit 500 000.
Ah pardon, alors là je m'excuse, 5 000, je me suis emportée. Non, 500 000 serait énorme, hein, c'est plus que... Non, c'est 5 000 emplois sur le territoire. Oui, parce que j'étais avec les 400, donc 5 000 emplois. Donc je le répète, et mes excuses pour cette langue qui fourche, c'est 5 000 emplois directs et indirects qui seraient supprimés. C'est des estimations conjointes de la métropole et de la région. C'est pour ça que le fait que le gouvernement n'ait rien fait est incompréhensible. On a un ministre qui n'est même pas venu sur place comprendre quelle était la réalité de ce site. On a un gouvernement qui a refusé la nationalisation temporaire, qui a refusé finalement d'écrire un courrier qui permettait de ratifier son soutien financier au projet de SIC, de coopérative pour la reprise des activités. Voilà, on attend quand même de savoir globalement, on voit qu'ils n'ont rien fait. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils n'ont rien fait. Parce que quand on leur parle de la reprise de la filière sel, chlore, bah finalement, on voit qu'ils n'ont rien étudié. Enfin, moi, j'ai été atterrée par le niveau de... En fait, il n'y avait même pas de niveau, je dirais, par la nullité des réponses que nous avions face à nous. Moi, j'avais l'impression d'avoir un gouvernement tétanisé face à cette question-là. Et j'ai conscience qu'il y a une démultiplication des plans de licenciement. Mais la condescendance, le mépris, enfin, les discussions ont été extrêmement difficiles. Donc voilà. Maintenant, la décision du tribunal a été rendue. On va recommencer, je pense, à un moment à devoir travailler parce qu'il y a la question de la sécurité du site, il y a la question de la dépollution, il y a aussi la question de la poursuite de la vie économique de ce territoire. Voilà. Donc il va falloir continuer à pouvoir travailler pour que l'État s'intéresse enfin à la plateforme et à son avenir. Mais ces 6 mois ont été durs. Et alors, un peu pour moi, mais j'imagine pas pour les salariés, pour les syndicats qui vivaient ça au jour le jour, qui tournaient sur le piquet de grève tout le temps, y compris lors des fêtes de Noël, et qui vraiment n'ont reçu que du mépris. Il y a une commission d'enquête qui est en cours avec des parlementaires. À quoi ça peut servir maintenant que la messe est dite? Alors cette commission d'enquête, c'est une commission d'enquête qui est menée par Benjamin Lucas, qui est député du groupe écologiste et social. Il est rapporteur, c'est lui qui a déposé cette proposition. C'est une commission d'enquête qui vise à identifier les défaillances des pouvoirs publics dans le cadre des plans de licenciement. Il étudie plusieurs, on va dire, cas d'école, entre guillemets. Vencorex, Arkema, bien évidemment, ArcelorMittal, qui malheureusement fait l'actualité. Et donc, on va aller voir, on va déjà demander aux responsables de venir parler sous serment à l'Assemblée nationale. Donc, rendre des comptes. Je pense que la question pour les responsables des grandes entreprises comme pour les ministres, il est important qu'ils puissent venir rendre des comptes sur ce qu'ils n'ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. La deuxième chose, ça va être aussi d'en tirer des conclusions, voir ce qui peut dans la loi être amélioré. On pense par exemple à ces fonds vautours qui peuvent venir et dépecer une entreprise. Donc voilà, en tout cas, on commence. Là, ça fait quelques semaines que les auditions ont commencé. C'est un travail qui dure à peu près 6 mois et sur lequel le groupe écologiste et social est fortement engagé. On peut sanctionner des ministres à l'issue d'une commission d'enquête comme ça, ou c'est simplement des préconisations pour l'avenir? Alors la première chose, c'est qu'ils sont sous serment quand ils viennent. Et nous avons déjà, contre une ministre des Sports, fait un article 40 puisque c'était parjuré. Donc on peut saisir le procureur s'il y a parjure. La deuxième chose, c'est qu'on peut aller contrôler ce qu'ils disent sur pièce et sur place. On n'a pas à les croire sur parole. Si ça nous semble bizarre, on peut dire attendez. C'est le rapporteur, Benjamin Lucas, qui a le droit d'aller chercher une pièce et de dire je vais vérifier ce que vous m'avez dit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça peut avoir des conséquences politiques. C'était une commission d'enquête au Sénat qui avait, par exemple, déterré le scandale McKinsey, par exemple. Tout cet argent qu'on donnait à des cabinets conseils consultants dont on ne sait quand même pas très clairement le rôle qu'ils ont joué dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ça avait quand même l'air, tout ça, d'être une entente. Eh bien oui, ça a des conséquences politiques. Quand les faits déterrés sont graves. Vous parliez de la pollution du site. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de voir les écologistes se battre pour maintenir une industrie aussi polluante que Vencorex? S'il y avait le projet d'installer aujourd'hui Vencorex à Pont-de-Claix, j'imagine que les militants écologistes seraient opposés
à cette installation. Et là, vous êtes battu pour la maintenir avec tous les travers qu'elle peut comporter. La première chose, c'est que c'est 100 ans d'histoire. C'est une terre qui, malheureusement, a déjà subi les pollutions successives sur lesquelles il y a un savoir-faire. Donc on sait quand même gérer ces pollutions, faire qu'elles impactent le moins possible l'environnement. Ça n'empêche pas, moi, quelques mois avant l'annonce de la fermeture de Vancorex, j'étais allée sur Arkema et on avait des débats justement sur les règles environnementales. Donc ça n'empêche pas, quand ils sont implantés, de toujours les pousser à faire mieux en termes de règles environnementales. Mais la réalité, c'est qu'ils sont là. Et donc moi, je préfère qu'on produise en France avec des règles environnementales sur des territoires qui ont des compétences et des savoir-faire que d'aller en Chine, en Thaïlande, où il n'y a pas de normes environnementales, où on pollue les eaux, les sols, n'importe comment, et où en plus, finalement, le coût en termes d'impact de réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, est supérieur. Je prends l'exemple de Vancorex. Aujourd'hui, tout est fait made in France. On a du sel qui vient de la Drôme par un saumoduc. Donc, via un pipeline, on fait venir l'eau salée, on la purifie, on en fait du chlore ici. Eh bien, demain, ce sel, il va être importé. Le chlore va venir en camion. Donc, non seulement c'est plus dangereux, mais en plus, ça augmente le coût environnemental de ces produits-là, parce qu'ils polluent toujours là où ils sont produits. Mais en plus, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc non, quand les activités sont là, les préserver tout en demandant un renforcement, bien sûr, des protections environnementales et sociales. Dans la politique actuelle, c'est nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis persuadée qu'il y a un peu le côté loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire qu'on produit ce qu'on consomme ici, on le produit très loin. Et on ne veut pas regarder les pollutions, les maladies. C'est comme si ça ne nous concernait pas. La seule manière d'avoir un vrai débat démocratique sur, en fait, qu'est-ce qui nécessite d'être produit et qu'on dégrade un peu notre environnement, j'ai dit un peu, hein, pas on ne se cache pas, c'est-à-dire avec des normes, mais ça, quand on produit, ça a un impact sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qui mérite d'avoir un impact sur l'environnement? On a ce débat démocratique si on fait face à la pollution. Si, en fait, on la fait partir très loin, mais en fait, on l'évacue de nos débats. Et ça, je pense qu'on a besoin d'avoir ce débat-là de manière transparente et démocratique. Je faisais allusion à ce paradoxe parce qu'on a eu dans l'actualité il y a quelques semaines à Rennes le patron de l'usine Safran qui devait s'implanter sur le site de Rennes, qui fabrique des pièces de moteurs d'avion, qui a été, on va dire, qui a créé une polémique avec les écologistes du territoire breton, qui eux ne voulaient pas, malgré les 500 emplois à clé, ne voulaient pas voir cette industrie qui n'est plus un secteur d'avenir selon eux s'installer sur le territoire. Quand on regarde Vancorex, on est sur la fabrication de carburant qui sert pour les missiles nucléaires, pour la fusée Ariane. Là aussi, on pourrait se dire que c'est des productions et des industries que les écologistes ne considèrent pas comme des industries d'avenir. Alors, je pense que les propos de Safran, c'est clairement de la politique. C'est-à-dire qu'ils visent à mettre un peu l'opprobre sur les écologistes. Oui, il y avait une zone d'activité économique sur lesquelles étaient fléchées plutôt des industries qui participent de la transition énergétique. Et on a aussi besoin d'industries qui font du photovoltaïque, qui font des pompes à chaleur. Voilà, c'était plutôt fléché là-dessus. C'est ce qu'avait décidé, ce qui avait été décidé localement. C'est vrai que Safran, ça ne collait pas complètement. Par contre, le PDG de Safran, il oubliait de dire qu'il a travaillé pendant des années avec la métropole de Lyon, que quand les écologistes sont arrivés à la tête de la métropole de Lyon, le travail a continué, que c'est la région qui, pour le coup, est LR, qui avait menacé de supprimer les subventions, et qu'à la fin, c'est Safran qui a décidé de ne pas s'implanter pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la couleur politique, mais parce que le site n'était finalement pas adapté au projet industriel. Donc à un moment, voilà, c'est de la petite politique, on attaque. Je ne sais pas dans l'intérêt de qui, mais je pense que c'était des propos qui étaient faits pour
aller à l'encontre des écologistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il y a des questions de transition industrielle à avoir. Mais je trouve que le sujet, par exemple, aujourd'hui, on avait effectivement Vancorex qui vendait du sel à Arkema, avec lequel ils font toujours, mais plus avec ce sel-là, du carburant pour la fusée Ariane, du carburant pour des missiles nucléaires. C'est pas notre modèle, mais sauf qu'aujourd'hui, on a une défense qui repose sur la dissuasion nucléaire. C'est un fait. Je n'ai pas l'impression qu'on va en sortir demain. Et si nous étions au pouvoir, oui, nous engagerions une discussion pour sortir du nucléaire de manière multilatérale, c'est-à-dire tout le monde en même temps, parce qu'on trouve que les bombes nucléaires, ça augmente les risques plus que ça ne les décroît. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons une arme nucléaire et que le fait que ça soit produit en France avec que des composants venant de France, ça nous semblait important. Alors là, plus largement, c'est la réindustrialisation du pays, la façon dont on peut s'y prendre qui fait parfois débat. Fin mars, un rassemblement à l'appel des soulèvements de la Terre s'est tenu à Berlin contre les projets d'extension de ST Micro et Soitec, qui sont les deux grandes entreprises de la microélectronique du bassin grenoblois, installées dans le Grésivaudan. Vous êtes favorable à cette réindustrialisation, à l'augmentation de ces usines, Cyril Chatelain, sur notre territoire, qui vont créer de l'emploi, qui vont créer aussi de la richesse et qui s'inscrivent, on va dire, dans la réglementation aujourd'hui en vigueur? Déjà, ce qu'on constate en ce moment, c'est plutôt une désindustrialisation de la France. Enfin, je suis désolée, mais on a des centaines de plans de licenciement, notamment dans le domaine industriel. On a une perte d'emploi et de compétences qui est colossale. Oui, mais là, quand il y a des projets justement qui vont dans l'autre sens, ST Micro, en ce moment, ils sont en train d'annoncer des plans de licenciement qui n'ont rien à voir avec ces mobilisations, soyons clairs. Parce qu'on est aussi sur des grosses boîtes qui privilégient le rendement de leurs actions à une stratégie de long terme. Et c'est là où l'État doit intervenir pour avoir une stratégie industrielle de long terme. Quelles sont les industries qu'on favorise? Qu'est-ce qu'on leur demande en termes de contraintes? Comment est-ce qu'on les amène à aller aussi vers de l'innovation? On a eu une grosse discussion avec ST sur comment est-ce qu'ils optimisent la consommation d'eau. Parce qu'effectivement, à très court terme, la quantité d'eau utilisée pour produire des puces ne sera pas soutenable dans un moment où la ressource en eau diminue. Donc c'est aussi à l'État d'arriver à pousser ST Micro à aller plus loin en termes de réduction de la consommation d'eau. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'industrie soit les seuls qui ne font pas ou peu d'efforts. Ils en font un peu, mais il y a une nécessité d'aller absolument plus loin parce que la réduction d'eau, ce n'est pas qu'en France, c'est partout. Et qu'à un moment, oui, il faudra être plus sobre en eau. Ça, c'est la première chose. Il faut que les puces soient plus sobres en eau. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut des puces partout? Moi, je suis pour. En vrai, je ne vais pas être complètement hypocrite. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable. C'est devenu aujourd'hui des biens quand même courants qui permettent de faire beaucoup de choses dans sa vie quotidienne. Là, on a besoin de puces faites par ST Microélectronique. Par contre, je suis désolée, des puces dans les cafetières, dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle, parce que je dois pouvoir programmer en Wi-Fi. Je ne sais même pas d'ailleurs à quoi ça sert. J'imagine que ça doit pouvoir le programmer quand on est au boulot. Ben non. En fait, je ne pense pas que l'eau doit être utilisée pour mettre des puces dans des cafetières qui fonctionnaient très bien et faisaient du très bon café sans être connectées au Wi-Fi. C'est ce dont je parlais sur le débat. En fait, à un moment, il y a des productions qui sont utiles, il y a des productions qui sont inutiles. Et ça, ST Micro, il est aussi dépendant de la politique telle que les États la décident. C'est-à-dire un peu sur la question des biens inutiles ou sur l'obsolescence programmée, puisqu'une des manières aussi de moins faire de puces, c'est d'arrêter l'obsolescence programmée d'un certain nombre de produits. Donc à un moment, je trouve que la question de l'impact environnemental de notre industrie, elle doit se poser, mais elle n'est pas concurrente à la réindustrialisation, puisque de toute façon, elle se posera partout, et que mieux vaut produire quand même à proximité, dans une échelle européenne, que faire venir des produits d'Asie, d'Amérique latine ou des États-Unis en termes d'impact environnemental. Ça reste quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, quitte à produire des puces, même si effectivement parfois on en produit pour des utilisations. Mais il faudra poser la question des utilisations. C'est pour ça, oui, produire des puces,
pour des Mais utilisations on la pose à qui cette question? utiles. C'est Mais je la pense société que c'est une question démocratique. Bien sûr que oui, c'est une question démocratique qu'on doit poser à la société, que sans doute que les réglementations vont à un moment évoluer. Et par exemple, sur l'obsolescence programmée, moi, je suis sûre que tout le monde serait ravi de ne pas racheter tous les 3-4 ans un frigo ou une machine à laver parce qu'il pète. Mais est-ce que les élus ont la main, par exemple, Mais sur bien un sujet sûr, comme les celui-là? augmentations de garantie, par exemple, on peut avoir un certain nombre de choses. Généralement, quand on augmente les garanties, les qualités du produit, elles augmentent aussi parce qu'ils n'ont pas envie de payer. Il y a un certain nombre de réglementations qui peuvent aller et empêcher la question de l'obsolescence, que ce soit l'obsolescence matérielle ou que ce soit l'obsolescence de mode. Aussi, si on limite la pub, si on interdit la pub parfois, eh ben, on évite aussi cet effet d'obsolescence. Alors là, ça va être, je veux avoir absolument le dernier téléphone à la mode. Hein, si on réduit la question de la pub, on réduit aussi cet effet de mode et ce changement de consommation de manière quasi constante. Donc oui, la question de la production et des besoins premiers va se poser, doit se poser de manière démocratique. Alors, on parlait d'emploi avec les suppressions avant Corex ou les créations potentielles sur ST Microelectronics à Crolles. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'autre conclave, celui des retraites qui a démarré au mois de janvier, qui devrait normalement aboutir? Le Premier ministre avait donné une durée de 3 mois, donc on y est là, normalement. Bon, il ne va pas très très bien hein, quand même ce conclave. Hein. Un certain nombre des syndicats sont partis puisque le Premier ministre avait gardé une ambiguïté. La demande était que, quelle que soit l'issue des discussions, la question de l'âge de départ à la retraite soit posée au Parlement et que l'Assemblée puisse enfin se prononcer sur la question de la retraite, de la réforme Borne à la retraite à 64 ans. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour passer la réforme à 64 ans, que cette réforme aurait été abrogée. Mais bon, ça fait partie du jeu démocratique. Donc c'était un peu l'une des conditions posées. Le Premier ministre avait été ambigu, puis au milieu du conclave sur les retraites, il a clarifié sa position, il a dit non. Non, on ne repose pas la question de l'âge. Donc, ce qui fait qu'un certain nombre de syndicats sont partis. Donc non, le conclave ne va pas très bien. Et on reste dans un format, aujourd'hui, finalement, le gouvernement, plutôt que de rééquilibrer les pouvoirs ou de garantir un équilibre des pouvoirs entre syndicats et patronat, tend plutôt du côté du patronat que des syndicats. Donc ça veut dire que cette réforme va être définitivement actée On va continuer. On a la question, on a aussi les niches parlementaires. On a la niche de nos amis communistes, je crois, qui veulent porter une résolution sur le sujet. En tout cas, la question du débat sur l'âge de départ à la retraite doit continuer. Mais c'est sûr que plus les mois avancent, plus il est en train d'être mis en œuvre. C'était ça aussi le pari du conclave. Hein. C'était faire passer les mois. Parce qu'on est passé de 62 à 63. On est un peu au milieu du guet. Donc, il y a déjà des gens qui souffrent de cette réforme fortement, qui ont travaillé plus. Tactique politicienne donc, du gouvernement. Vous parliez des niches parlementaires. Le RN a proposé, dans sa niche, de revenir en arrière sur l'âge de la retraite. Et pour autant, il n'a pas réussi à convaincre les élus de gauche. Ouais, c'est pas étonnant. Pourtant, c'est une mesure que vous portez ensemble, j'ai envie de dire. Ah non, alors on porte rien avec le Rassemblement national. D'ailleurs, ils n'étaient pas dans les manifs. Jamais. Moi, je ne les ai pas vus aux côtés des salariés. Quand le gouvernement Barnier est tombé, enfin même quand le gouvernement Barnier est arrivé, on avait un vote, ce qu'on appelle un vote de confiance. Enfin là, c'était un vote de défiance. On a fait une motion de censure après le discours de politique générale pour voir qui faisait confiance ou pas à Michel Barnier. Dans les conditions que nous posions, il y avait la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Si le RN voulait l'abrogation de la réforme des retraites, il n'avait qu'à voter cette première censure. Ou alors, si nous avions chacun dit que nous la votions, vous auriez vu, Michel Barnier aurait fait l'abrogation de la réforme des retraites. Donc en fait, à chaque fois qu'il faut monter le rapport de force pour abroger la réforme, ils ne sont jamais là. C'est la vérité. Et là, vous aviez une occasion, entre guillemets. C'était pas une occasion. Ce texte-là c'était un coup de com'. C'était un coup de com'. Ce texte-là n'aurait jamais perduré. C'était un simple coup de com'. Le Rassemblement national a été absent à tous les combats pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait remettre les gens dans la rue ou vous pensez qu'aujourd'hui, c'est passé dans les esprits et que même les opposants ont tourné la page, se sont fait une raison? Alors déjà, on a fait un beau 1er mai.
Oui. On voit qu'il y avait du monde, qu'il y a du monde dans la rue. Et donc, en fait, cette mobilisation sociale, elle reste importante. Bien sûr, sur la question, on l'a dit, de lutte contre les licenciements, d'amélioration des conditions de travail, qui sont des demandes extrêmement fortes. Mais la question des retraites reste là. C'est le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la suppression de l'ISF et la baisse des APL. Et son second quinquennat, c'est la réforme des retraites. Et c'est des choses qui, à un moment, restent. C'est un bilan qu'il devra porter et que tous ceux qui ne se sont pas battus pour que la réforme ne passe pas ou soit abrogée devront porter. Alors François Bayrou donc, est favorable à cette retraite, à cette réforme en l'état, va être entendu le 14 mai sur un autre sujet par l'Assemblée nationale, sur l'affaire Betaram. Sa fille, elle-même victime dans cette affaire, a confirmé il y a quelques jours qu'il avait bien rencontré un juge chargé de cette affaire en 1998. Il avait donc été informé à minima, contrairement à ce qu'il a déclaré devant les parlementaires à l'Assemblée nationale. Manon Aubry demande sa démission. Vous êtes sur cette ligne également ? Alors peut-être dire 2 mots de l'affaire Betaram, parce que je trouve qu'on en parle. Enfin, vu l'ampleur, oui. On en parle assez peu. C'est quand même 200 au minima. Aujourd'hui, on connaît 200 enfants, mais on peut dire que c'est un minima qui ont été battus, qui ont été agressés sexuellement à Betaram, donc qui est un établissement scolaire privé. Et c'est l'organisation à Pau, et c'est l'organisation d'une certaine forme d'omerta pendant toutes ces années, parce que je ne crois pas que 200 enfants soient victimes d'un système organisé de violence sans que ça se cherche un tout petit peu. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que pendant tant d'années, on a laissé des enfants se faire massacrer ? C'est ça déjà, le cœur de la question, et c'est ça qui est en train d'étudier cette commission d'enquête, et ça doit nous interpeller sur aujourd'hui le fait que la société, je pense, ne prend pas assez en considération la violence faite aux enfants. J'espère que cette affaire-là sera un effet électrochoc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement François Bayrou dans cette affaire. François Bayrou, il a été ministre de l'Éducation, il a été président du conseil départemental où se situe Pau, j'avoue que j'ai oublié le nom du département, maire de Pau, merci. Donc il a exercé de nombreuses fonctions dans lesquelles il aurait pu essayer d'arrêter, ou en tout cas d'essayer de soutenir les parents, les enfants. Il ne l'a pas fait. Lui dit qu'il n'était pas au courant. Oui, mais on sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Il y a eu plusieurs éléments. 96, un parent, déjà, part à la bataille contre les violences qu'a subies son fils. François Bayrou est ministre de l'Éducation. Il se déplace à l'établissement et dit non, mais toutes les vérifications faites sont positives. On est dans les années qui sont considérées comme les années de la terreur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un climat de terreur et de violence qu'il y a sur l'établissement, mais ce qu'il dit, lui, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Première chose. Deuxième chose, on sait aussi qu'il a rencontré le juge, témoignage du juge, témoignage de gendarmes, et aujourd'hui, effectivement, témoignage de la fille de François Bayrou. Tout se concorde, il a rencontré le juge sur ces affaires. François Bayrou savait, non seulement il n'a rien fait, mais il a menti à l'Assemblée nationale. Donc nous verrons la manière dont il se comporte le 14. 1, il doit reconnaître ce mensonge. 2, il devrait, en fait, je vais vous le dire, dans n'importe quel autre pays européen, il en tirerait les conséquences et de lui-même, avec un peu d'honneur, il démissionnerait. Ça, c'est en Allemagne, au Danemark, en Angleterre, enfin, partout. Personne n'envisagerait un Premier ministre qui non seulement a caché des affaires de violence faites aux enfants, mais en plus a menti dans l'exercice de ses fonctions en tant que Premier ministre. 1, il doit le reconnaître, et 2, moi, le plus logique serait qu'il démissionne. Et après, ça sera les conclusions sur qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'il n'y ait plus de silence autour de ces sujets qui permettent à la violence de se perpétrer. Alors, on en saura plus le 14 mai et puis dans les jours qui suivent. Si jamais il démissionne, on repart, à mon avis, pour quelques semaines un peu compliquées, sauf qu'à partir du mois de juillet,
Emmanuel Macron peut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un cas de figure que vous souhaitez, une dissolution le plus rapidement possible. Ce sera normalement le cas à partir du 7 juillet. De toute façon, c'est un cas de figure qui n'est pas entre nos mains. Il y a une seule personne qui décide de la dissolution, c'est Emmanuel Macron. Oui, vous pouvez le souhaiter ou le redouter. Ni l'un ni l'autre. En fait, on a appris dans un mandat comme le mien où on a fait 2 ans de dissolution, on apprend un peu à être prêt à tout. Voilà, ça c'est la première chose. Je suis pas sûre que dans la période internationale qu'on connaît, avec la montée à la fois de l'instabilité sur le front ukrainien, le revirement de Donald Trump, refaire une dissolution soit ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que ça va amener à déstabiliser encore davantage le pays dans un moment où la France, au sein de l'Europe, a un rôle important à jouer en matière de politique internationale, et puis où on n'a quand même pas donné l'impression que c'est le bordel chez nous à celles et ceux qui veulent nous affaiblir. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne chose. Après, on nous dit, on est prêt à tout. Si Macron veut dissoudre, de toute façon, il dissoudra. Nous n'avons aucun moyen de l'en empêcher. La gauche est prête pour des législatives cet été ou à la rentrée de septembre, parce que l'Union, qui lui a permis d'arriver en tête en juin dernier, elle a pris quand même de sérieux coups de canif ces dernières semaines. Oui, d'un côté, j'ai envie de dire que ça me désole. Moi, je suis un peu fatiguée des débats internes à la gauche qui n'en finissent pas. Je pense qu'on a beaucoup d'autres sujets sur lesquels travailler. Je pense qu'on a des adversaires qui sont les macronistes, qu'on a un ennemi qui est l'extrême droite, et que c'est là-dessus que devrait être concentrée notre énergie. Donc c'est assez désolant. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est pas la première fois. 2022-2024, ça a été compliqué. On a réussi à refaire l'union. Et donc moi, en tout cas, ce que je porte, c'est les nécessités de cette union. On s'est engagé devant les électeurs en 2022. On s'est engagé devant les électeurs en 2024. À un moment, à nous aussi, de tenir les engagements et la parole que l'on porte. Et dans ces paroles-là, il y avait la question de l'unité et du rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais l'union coûte que coûte, je fais allusion aux propos ambigus de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien, qui a quand même clivé beaucoup à gauche. On l'a vu encore au 1er mai, le Parti socialiste qui s'est fait invectiver par des militants d'extrême gauche. Marine Tondelier a reconnu qu'il y avait un antisémitisme d'extrême gauche suite à ces incidents. Jusqu'où on peut aplanir, entre guillemets, les différences pour faire l'union dans une campagne électorale? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais essayer de les reprendre une par une. L'union, elle se fait sur un socle de valeurs et elle se fait sur un socle programmatique. Mais là, c'est ce que nous avons fait. L'antisémitisme, c'est une valeur. Non, mais la lutte contre l'antisémitisme est une valeur cardinale. Bien sûr. Et d'ailleurs, une partie du programme du nouveau Fonds populaire était dédiée à la lutte contre l'antisémitisme, premièrement. Et donc ça, oui, bien sûr que cette union, elle se fait autour d'un programme, autour de valeurs. Je l'ai dit, ce programme, il comportait des propositions. J'amène tout le monde à aller les regarder, c'est toujours en ligne, sur la question, la condamnation du 7 octobre et des actes terroristes du 7 octobre, et aussi la condamnation du génocide qui est en cours aujourd'hui à Gaza. Voilà, ça c'est... Et je pense que la position, c'est aussi réaffirmer ce qui se passe à Gaza. Enfin, peut-être qu'on en parlera, mais on est en train de regarder un peuple mourir sous nos yeux. Donc ça, c'est une colonne vertébrale. Deuxième chose, la question de l'antisémitisme. L'antisémitisme, il est partout. À gauche, on le dit, la question de l'antisémitisme, la question du racisme, la question de l'anti-féminisme, je perds mon mot, du sexisme, c'est des questions qui sont structurelles. C'est-à-dire qu'on a une société qui a été basée autour de préjugés qui contribuent à alimenter une vision quand même potentiellement antisémite, sexiste, etc. Et qu'il faut qu'on lutte contre ça. C'est-à-dire que c'est un travail de déconstruire ces préjugés et de lutter contre ça. Et c'est quand on pense que ça ne nous concerne plus que généralement qu'on a un problème. Donc oui, l'antisémitisme est partout, il est structurel, il doit être combattu partout. Par contre, il y a un seul parti
qui fait de l'antisémitisme, qui a l'antisémitisme au cœur de son histoire, qui a été condamné pour antisémitisme, en tout cas le chef de son parti, Jean-Marie Le Pen, qui a dans son projet la différenciation des personnes en fonction de leurs origines, c'est le Rassemblement national. Eux en font un combat politique. Il y a la question de cet antisémitisme structurel qui doit toujours être combattu et déconstruit partout. Et il y a la question de la lutte contre une extrême droite, dont la question du racisme et de l'antisémitisme est au fondement de leur création lors de l'après-guerre. Une partie de la gauche estime que LFI n'est pas claire justement sur cette volonté de lutter contre l'antisémitisme. Et l'actualité récente laisse aussi à penser qu'ils ont une position parfois un peu ambiguë, ou en tout cas qu'ils envoient des messages subliminaux. On a évoqué dans cette émission l'affiche de Cyril Hanouna, qui avait vraiment des connotations antisémites. Cette affiche était une erreur. On va le dire clairement. Cette affiche était une erreur. Ils ne l'ont pas reconnue en tant que telle. De nombreux cadres de la France insoumise et députés l'ont reconnue. Mais pas le principal. Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas reconnue. Je pense qu'il aurait dû le faire. Je dis clairement, cette affiche n'aurait jamais dû être publiée, n'aurait sans doute jamais dû être conçue, pensée. Elle a été publiée, elle a été retirée. C'était absolument nécessaire. Et je redis, de nombreux cadres et députés de la France insoumise ont reconnu l'erreur et ont d'ailleurs expliqué la raison Mélenchon du retrait. n'est pas clair sur ce sujet. Moi, je pense qu'il aurait dû reconnaître l'erreur. Je sais qu'il a comme, en tout cas, on me dit beaucoup qu'il a comme un peu ligne de ne jamais reconnaître des erreurs. Moi, je pense qu'on ne s'affaiblit pas à reconnaître qu'on fait des erreurs, que tout le monde en fait. Que là, c'était le cas. Et donc, il aurait fallu le reconnaître. Aujourd'hui, puisqu'on parle de la gauche, c'est le seul qui incarne un candidat potentiel à la présidentielle. On ne voit pas d'autres noms, en tout cas, sortir. On est quand même à un mois. Il y en a quelques-uns qui commencent à sortir quand même. Mais... Je regarde les différents sondages, les volontés des uns et des autres. J'ai l'impression que ce n'est pas de candidat dont on manque à gauche. Je peux vous le dire. Il y a beaucoup de... Un peu, malheureusement, d'ailleurs, des fois, un peu trop. Il y en a un qui, on va dire, ne fait pas doute sur ses intentions. Oui, qui a été candidat 3 fois. Qui a été candidat 3 fois et qui compte l'être une 4e fois. Je cite Éric Piolle. Cette semaine, ce n'est pas la peine de se demander ce qui est souhaitable ou non pour la gauche, puisqu'à la fin, c'est Mélenchon qui décidera pour lui-même. Donc, sous-entendu, il sera candidat et on faudra faire avec. Nous avons une analyse divergente avec Éric Piolle. Voilà. Je pense que c'est à chaque électeur de gauche de dire ce qu'il veut. Et moi, ce que je ressens, d'ailleurs, c'est plutôt confirmé dans son gage, c'est une volonté d'union, c'est une volonté de rassemblement de la gauche autour d'un programme, mais sur une personne qui a la capacité de rassembler et sur un processus démocratique. Pour ça, moi, je défends la question des primaires. Pourquoi ? Parce que les primaires, c'est ce qui permet à chacun, militant, sympathisant ou électeur qui se reconnaît dans les valeurs de la gauche, de pouvoir dire par qui il se sent représenté. Et je pense justement qu'on est en train de mourir de cette petite bataille de personnes qui veulent absolument être candidates sans se poser quel est le processus qui nous permet d'avoir le projet le plus clair et le plus fort en 2027 et de désigner la personne qui, parce qu'elle aura été désignée par tous ses militants, tous ses adhérents, tous ses électeurs de gauche, aura la légitimité pour porter notre projet. Donc à un moment, j'aimerais qu'on laisse la question des personnes de côté et qu'on s'intéresse au quoi et au comment. Donc on demanderait à tous les militants de la gauche, encartés dans les partis, non, justement, bien au-delà. Toute personne qui se sentirait d'une sensibilité de gauche et qui veut venir désigner son candidat ou sa candidate puisse le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on renouera déjà du lien et un peu de confiance, et aussi qu'on créera une dynamique. Ce dont on a besoin, c'est d'une dynamique. La question n'est pas seulement de faire 26, 27, 30%. C'est de pouvoir faire au moins 51% au second tour. Et pour ça, on a besoin de recréer une dynamique d'espoir à gauche. Et je pense qu'on ne la créera pas en se concentrant sur les questions de personnes. Donc primaire ouverte pour désigner. Ouverte, large, et qui a un processus aussi de réflexion de fond. Parce que la personne, c'est important. Ce qu'on va faire et l'engagement qu'il prend devant les Français, ça l'est tout autant. Bon.
présage d'une campagne musclée, si c'était cette option qui était... Une belle campagne. Ah, sûrement, et intéressante. Une campagne partout, voilà, de remobiliser sur quelque chose qui nous projette. Moi, j'en ai marre d'être en défensive. Je fais ça constamment à l'Assemblée. Hop, on veut détruire le droit de l'environnement, on veut justement la réforme des retraites, on passe son temps à dire non, à essayer de sauver des choses. Moi, j'ai envie qu'on se remette dans une démarche positive, qu'on dise qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voudrait obtenir. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de revenir sur une bataille à l'offensif pour gagner. Alors avant cette potentielle campagne primaire et les présidentielles, il y aura les municipales, ça c'est dans 10 mois. En 2020, les écologistes ont beaucoup gagné. Forcément, en 2026, vous avez plus à perdre qu'à gagner. Non, moi je pense qu'on a aujourd'hui effectivement des millions de Français qui voient leur vie changer grâce au travail des écologistes, que ça soit le bio et le local dans les cantines, que ça soit la question des premiers mètres cubes d'eau gratuite, que ça soit le vélo et l'aménagement, la nature en ville, le retour de la nature en ville. Donc il y a plein de choses qui ont été faites. Vous n'apprenez pas ce scrutin ? Alors c'est un scrutin, c'est toujours un enjeu démocratique et il y a toujours un risque. Mais je pense que les maires écologistes peuvent être fiers de leur bilan, qu'ils vont aller faire une campagne où ils vont présenter à la fois ce qu'ils ont fait et comment ils veulent aller plus loin. Donc voilà, ils ont tout mon soutien et je pense que ça sera une belle campagne et c'est extrêmement important parce qu'effectivement, c'est eux qui mettent en œuvre au quotidien des politiques publiques essentielles. Bon, à Grenoble, le maire de Grenoble ne sera plus directement impliqué dans la campagne puisqu'il est porte-parole maintenant des écologistes et qu'il avait annoncé qu'il passerait la main en 2026. 3 femmes sont en lice pour prendre la tête de liste. Margot Belair, adjointe d'Éric Piolle en charge de l'urbanisme. Lucille Lheureux, adjointe à la culture, qui est élue depuis le début, depuis 2014, aux côtés d'Éric Piolle. Et puis une nouvelle entrante qui ne fait pas partie de l'équipe municipale actuelle, s'appelle Laurence Ruffin, les chefs d'entreprise d'une SCOP installée à Saint-Martin-d'Air sur votre territoire. Ce sont les militants écologistes qui vont voter, départager ces 3 femmes. Je crois que ça devrait se passer au mois de juin. Vous êtes militante écologiste, Cyril Chatelain. Vous allez voter, vous aussi, sur cette primaire interne? Alors moi, je ne suis pas grenobloise. C'est les Grenoblois qui vont choisir leur candidat. Mais j'ai envie de dire, moi, ça me fait du bien de voir ce trio de femmes. De ne pas avoir à choisir? Ah non. Non, de voir ce trio de femmes. Enfin, j'ai envie de dire, on a quand même... généralement, ça se bouscule un peu côté homme quand même. Et là, on a 3 femmes qui ont aussi décidé pendant plusieurs mois de travailler ensemble, de faire avancer la dynamique ensemble et le fait qu'on tranche qui portera la liste ensuite, enfin je sais pas, moi ça m'enthousiasme de voir 3 femmes qui sont prêtes à porter une liste et qui montrent qu'on peut s'engager et en plus des jeunes femmes. Donc même si vous n'êtes pas grenobloise et que vous ne votez pas, vous avez une préférence, celle qui serait la plus à même de rassembler, parce qu'à Grenoble aussi, il va falloir rassembler large pour gagner? Je pense que les débats vont le montrer, parce qu'il y a effectivement, on est dans une majorité plurielle. J'imagine que le débat va être porté avec l'ensemble des membres de cette majorité, et puis peut-être au-delà. On a encore quelques mois, et donc on verra la campagne. Mais en tout cas, dans tous les cas, je serais ravie de faire la campagne de la gagnante. François Bayrou a engagé une consultation des groupes parlementaires sur l'instauration de la proportionnelle. Alors, pas pour les municipales, pour les législatives. Est-ce que vous êtes favorable à ce changement ? Alors, la proportionnelle est un combat historique des écologistes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un système qui fait qu'une grande partie des électeurs ne sont pas représentés. C'est-à-dire qu'un candidat peut faire 20%. Mais comme moi, je vais faire 25%, 26% au premier tour. Et puis, d'un coup, je suis élu et je représente tous les habitants. L'intérêt de la proportionnelle, c'est que chacun puisse être représenté au sein de l'équilibre parlementaire. C'est pas celui qui gagne l'emporte tout, c'est on regarde, il y a eu 20% de votes pour les écolos, c'est 20% de l'Assemblée. Je rêve un peu, 20% écolo, 50% à gauche, 50% de l'Assemblée, mais après on a 20% de LR, c'est 20%. Ça permet à chacun d'avoir une voix à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est positif. Après, il faut regarder sur le mode de scrutin comment on fait. Par exemple, la prime majoritaire, ce que veut le Rassemblement national, ça casse complètement la logique proportionnelle. Donc pour nous, c'est non. Il y a aussi une question d'à quel niveau on va faire cette proportionnelle. Parce que quand on a plusieurs candidats, on peut faire la proportionnelle. C'est-à-dire si j'ai
En Isère, j'ai 10 députés, je peux en avoir 5 de gauche, 2 LR, donc ça marche. Mais si je suis dans un territoire où il y a 2 députés, ça devient beaucoup plus compliqué de faire la proportionnelle. C'est pour ça que pour nous, on est, en tant qu'écologistes, on trouve que la proportionnelle à un niveau régional est plus pertinent. Mais ça, c'est le débat technique qu'on aura. Et dans les débats sur la question du scrutin, c'est vrai que tout va jouer dans les petites lignes, un peu dans les contrats. Donc on va tout regarder précisément. Ce qui risque d'arriver, si jamais cette option-là est choisie, c'est que le Rassemblement national en sortira gagnant. Mécaniquement, il aura beaucoup plus d'élus. On ne pourra plus faire le barrage républicain comme ça a été le cas lors des précédentes législatives. Alors ça, Alors premièrement, je pense qu'on ne change pas de ligne. Enfin, je veux dire, ça fait des dizaines d'années qu'on porte le fait que la proportionnelle, comme en Allemagne, comme au Danemark, comme alors je sais pas, non, l'Angleterre, c'est pas le cas, mais ça doit être le cas en Espagne. En tout cas, il y a de nombreux pays où on a de la proportionnelle et on apprend aussi à faire de la politique autrement. C'est-à-dire à faire des compromis. Je pense que ça devrait emmener quand même à rééquilibrer un peu le rapport Parlement-Assemblée, parce que tant qu'on a une logique descendante, ça limiterait énormément le pouvoir de la proportionnelle. Mais en tout cas, pour nous, c'est ce qu'on défend comme modèle. On ne va pas d'un coup le changer. Ça, c'est la première chose. Et je pense aussi qu'on lutte par l'extrême droite en étant cohérent dans ses propositions. Après, je vous dis, on va regarder à ce que ça soit de la vraie proportionnelle et pas quelque chose qui, en fait, est un mode de scrutin qui est une semi-proportionnelle ou une proportionnelle en demi-teinte. On verra. Et ça n'empêchera pas aussi qu'on ait des mobilisations. Enfin, on verra les rassemblements. Moi, j'espère qu'on saura continuer l'union de la gauche dans le cadre de la proportionnelle. Bon, si jamais on devait voter aux législatives en septembre 2025, je ne suis pas sûr que le scrutin proportionnel soit déjà acté pour s'appliquer. Non, vu là où on est déjà en mai, il faut qu'il y ait des lectures Assemblée-Sénat, ça semble un tout petit peu short. La semaine dernière, à votre place, Cyril Chatin, c'était Christophe Ferrari, président de la métropole, qui était l'invité du QG politique. Et comme c'est la tradition dans cette émission, je lui ai demandé de vous poser une question. On l'écoute. Cher Cyrielle, en tant que présidente du groupe écolo à l'Assemblée nationale, quelle position allez-vous exprimer sur les zones à faible émission lors des débats nationaux ? Il y a des expériences locales, ici à Grenoble et ailleurs. On attend, nous, ici, de la clarté. On n'en a pas eu assez jusqu'à maintenant. Donc la question, c'est sommes-nous dans la liste des métropoles devant mettre en place ou maintenir une ZFE ou non ? Et par pitié, pas de liste, pas différents types de listes entre ceux qui oui, entre ceux qui peut-être, entre ceux qui veulent. En fait, on a besoin d'une place de l'État aujourd'hui qui est très forte. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas au gouvernement, Cyril Chatin, mais vous êtes à l'Assemblée nationale. Déjà dire que ça me fait plaisir, enfin avec Christophe, on s'est beaucoup. Ça va lui faire plaisir, c'est ouais, c'est ça va lui faire plaisir. Pardon. Avec Christophe, on a beaucoup, on a été beaucoup ensemble dans la lutte sur Vancorex, sur Arkema, avec Christophe Ferrari, avec aussi Raphaël Guerrero, le maire de Jarry. Ils ont eu une ténacité assez incroyable. Ils ont plaidé devant le Premier ministre avec énormément de force. Donc c'était Puis on va continuer à travailler ensemble. Donc, ravi de répondre à sa question. Sur la ZFE, parce que l'objectif n'est pas de ne pas répondre à la question, la zone à faible émission, pourquoi elles ont été mises en place ? Parce qu'il y a un enjeu de santé publique et de protection de la santé des pollutions atmosphériques, notamment tout ce qui va être maladies respiratoires. Donc on ne peut pas le balayer comme ça. Par contre, oui, nous, ce qu'on porte, c'est un retour de l'État. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement avait fait adopter dans la mandature, alors pas précédente, mais celle d'avant, 2017-2022, les ZFE. Puis après, ils n'ont plus rien fait. Ils ont laissé les collectivités locales se débrouiller toutes seules. Ils n'ont pas mis de moyens, rien. Et même là, ils ont encore enlevé des moyens pour accompagner dans l'achat de véhicules électriques. Donc ça, c'est pas possible. Pour nous, il faut avoir une ZFE dans des conditions qui permettent de garantir le droit à la mobilité de chacun. Ça veut dire effectivement de la clarté. Chacun doit savoir où est-ce qu'il peut ou pas circuler. Ça veut dire de la justice, parce que je comprends que les gens qui ont des vieilles bagnoles, ils se demandent pourquoi les SUV qui pèsent super lourd, ils peuvent rentrer.
pour nous, pour les écologistes, non, ça s'applique aussi aux SUV. Et enfin, surtout, c'est la question, de l'accompagnement au développement des transports en commun. Ici, la question du RER métropolitain. Et conjugué à ça, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des transports en commun, des exemptions, mais qui doivent être décidées nationalement. C'est pour ça que le groupe écologiste et social le propose. C'est-à-dire que si on a des horaires décalés, par exemple, je commence à 5 heures. Je pars de chez moi à 5 heures. En fait, je n'ai pas de transport en commun, ou j'en ai moins. Là, c'est normal d'avoir une exemption de la ZFE. C'est la question aussi des petits rouleurs. De se dire, alors après, on va avoir un débat sur qu'est-ce qu'un petit rouleur, mais aussi des gens qui prennent leur voiture que quelques fois par mois. Est-ce qu'on doit vraiment les obliger à changer de voiture ? Je ne le pense pas. Après, il faut qu'on regarde effectivement les questions géographiques. Mais en tout cas, le premier message, c'est de dire on a besoin de protéger la qualité de l'air, parce que c'est un enjeu de santé publique. Et il faut un État qui pas se lave les mains, finalement, dise bon, allez, ça s'est pas fait, tant pis. Après, que les collectivités aient dépensé beaucoup d'argent pour faire de la concertation, pour mettre des choses en place. En fait, on a besoin d'un État qui revienne et qui édicte des règles qui permettent plus de justice et plus d'accompagnement pour les particuliers. Et si l'État édite ses règles, mais à minima, en revenant un peu en arrière par rapport à la philosophie des ZFE, parce qu'il est aussi conscient qu'une partie de la population est opposée à ces contraintes. Mais il est opposé parce qu'on a laissé les gens tout seuls. Mais c'est ça la vérité. Ça fait combien de temps qu'on attend le financement du RER métropolitain, que ça ne bouge pas, qu'on est allé voir les ministres des Transports les uns après les autres et que de toute façon, il n'y a rien qui bouge, qui sont en train de sabrer les budgets des collectivités territoriales qui, effectivement, après, ont des choix douloureux à faire en termes de lignes de bus, d'investissement dans les trams. Donc, en fait, à un moment, oui, il va falloir remettre des moyens et avoir un État qui est un peu volontaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment de s'en laver les mains. C'est leur amendement, parce que le débat aura lieu fin mai, leur amendement, parce que c'est dans une loi qui est un peu par petites touches éparpillée et qui n'a aucun sens, ça s'appelle la loi simplification. Leur amendement, c'est de dire, dans les grosses métropoles, on garde la ZFE, puis dans les autres, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est vraiment, ils sont pas courageux, quoi. Ils ont envoyé les maires, les élus, les présidents de métropole en première ligne, puis maintenant, même pas un an des municipales, ils leur disent, non, mais finalement, bon, c'est pas trop. Enfin, moi, je trouve que c'est pas correct et que ça affaiblit la parole de l'État. Par contre, j'entends un certain nombre de personnes. Par exemple, la question des aides, elle est importante parce qu'aujourd'hui, une métropole, elle peut apporter des aides dans son périmètre géographique. C'est plus compliqué d'apporter des aides pour des personnes qui n'habitent pas dans le périmètre de la métropole, mais qui pourtant viennent travailler, par exemple. Donc, on a un État qui doit garantir une égalité des territoires et une égalité de ce droit à la mobilité. Donc là, moi, je trouve qu'il n'a pas été au rendez-vous et que c'est trop facile de, encore une fois, se décharger sur les élus locaux, au final, au détriment des habitants. Parce qu'en fait, ils ont le choix entre quoi ? Être malade de la pollution de l'air ou avoir une ZFE, mais sans aucun accompagnement. Ce choix-là n'est pas possible. Il faut garantir la qualité de l'air et accompagner les gens pour qu'ils puissent continuer à prendre des transports et à pouvoir bouger facilement dans leur vie quotidienne. Ce sera peut-être un des sujets des prochaines présidentielles, la gestion de ces ZFE. En tout cas, le dossier va sûrement prendre encore beaucoup de temps. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il vous en reste une à poser cette fois. C'est à notre invitée de la semaine prochaine, qui sera la plus jeune députée de l'Isère. Elle s'appelle Hanan Mansouri. Elle n'est pas dans votre camp. Elle est membre de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Je vous laisse lui poser la question que vous souhaitez, Cyril Châtelain. Bonjour Madame la députée. Nous sommes toutes les deux élues à l'Assemblée nationale. Vous siégez à l'extrême droite de l'hémicycle. Je siège à gauche. Rien ne nous rassemble. Et pourtant, j'ai été étonnée de voir vos votes sur la question internationale et la question de la sécurité finalement des Français, c'est-à-dire sur la question de l'Ukraine. Vous êtes abstenu sur une proposition de résolution qui vise à renforcer les moyens de l'Ukraine de se défendre contre la Russie. Ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous avez fait ce vote parce que Éric Ciotti est fasciné par Donald Trump et qu'après tout, comme lui, à la fin, il se ralliera à la position de l'autocrate russe ?
Merci Cyril Châtelain. Adnan Mansouri vous répondra dans la prochaine émission. Vous pouvez retrouver tous les QG politiques en replay sur le site télégrenoble.net.